énormément de sondages publiés ce mercredi 6 et la journée n'est pas tout à fait finie au moment où j'enregistre. Il est toujours possible qu'il y en ait encore un autre qui sorte. D'ailleurs, on en attend encore un autre plus ou moins. Donc ça fait beaucoup de sondages. Donc du coup, je ne mets pas tout dans la même vidéo. C'est pas possible. Bienvenue sur Actu des sondages. C'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et en ce moment, beaucoup de sondages. Donc on a eu 6 sondages publiés, 3 qui sont des sondages par roulement, les fameux rolling. 3 qui sont des sondages donc beaucoup plus classiques, on le verra dans une prochaine vidéo. Du coup, sur cette vidéo, on va faire comme pour pour la précédente. On va d'abord voir chaque sondage, donc là par roulement séparément. Donc on va voir OpinionWay, l'IFOP et l'Ipsos. Et ensuite, on verra ce que ça donne en récapitulatif pour les sondages par roulement, donc pour les rollings. Et enfin, je répondrai donc à une question, du moins une remarque qui a été faite sur les méthodes d'échantillonnage des instituts de sondage, et notamment la fameuse méthode dite des quotas. Donc c'est parti, et on va commencer par l'Ipsos. Donc ici on a les données sondagières, donc du coup l'Ipsos c'est commandé par France Info, Le Parisien, Aujourd'hui en France, donc ce sont eux qui ont payé pour que ce sondage existe. Alors lorsque je dis Ipsos, c'est en fait Ipsos, Sopra, Steria. C'est un petit peu long, puisque ça fait en tout, mine de rien, plus ou moins 3 entreprises différentes qui travaillent dessus. Les dates de terrain, c'est du 13 au 16 mars, donc l'Ipsos interroge des gens aussi le dimanche. Ça fait 4 journées, donc 13, 14, 15, 16 et 4 journées. Pourtant, c'est 500 personnes par jour pour 1651. Donc, une petite indétermination sur les 500 personnes en question. C'est du moins les données qu'on a. Là, vous voyez qu'il parle de la méthode des quotas, donc on y reviendra plus tard. Donc, ça veut dire qu'on fait une bonne répartition normalement. Et on va voir tout de suite ce que donnent les chiffres de ce sondage. Donc il suffit de scroller un petit peu. Donc là ici ils expliquent bien la méthode des quotas. Donc là ils expliquent en fait les 500 interviews, c'est pas forcément sur une seule journée. C'est plutôt chaque panel de 500 c'est sur 2 demi-journées. D'où le fait qu'on ait 4 jours pour en fait 3 sets de 500 personnes. Donc tout s'explique ici. Ici nous avons les marges d'erreur, donc c'est toujours assez important. Donc pour le coup on a des marges d'erreur qui sont un peu plus importantes que chez les autres. Pour les scores que l'on va avoir, donc c'est très souvent entre 10% et 30%, donc c'est de 2 à 3% de marge d'erreur pour un premier tour. Et c'est parti pour le premier tour selon l'Ipsos. Donc Emmanuel Macron là qui progresse d'un point, alors retenez ça parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. Marine Le Pen qui gagne un petit peu à 0,5, donc là on est vraiment dans la marge d'erreur. Pour rappel, on est à 3 points de marge d'erreur pour Emmanuel Macron et plus ou moins à 2 points de marge d'erreur pour Marine Le Pen ici. Éric Zemmour donc il passe à 12, Jean-Luc Mélenchon qui reste à 11 et Valérie Pécresse qui passe en dessous des 11 à 10,5%. Pas de gros changements par ailleurs, on notera Yannick Jadot qui prend un 0,5, mais là on est quand même dans la marge d'erreur. On va voir maintenant le premier tour selon l'IFOP, mais avant on va commencer à publier un graphique, donc je vous le montre comme ça. On verra aussi notre graphique qui a l'avantage de compiler les 3 sondages par roulement en même temps. Allez, c'est parti pour l'IFOP, et avant de présenter les chiffres, je vais vous présenter les données sondagières. Alors pour rappel, ces données sondagières sont très, très importantes puisqu'elles permettent de déterminer ce à quoi on peut s'attendre pour le sondage, donc leur domaine de fiabilité. C'est aussi obligatoire de les présenter, c'est-à-dire que je dois vous parler de tout ça. Comme ça, vous savez qui a payé pour le sondage, quel est l'échantillon, quelle est la marge d'erreur. Toujours très important. Donc ici, vous avez les commanditaires. C'est eux qui ont payé pour que son sondage existe, 1500 personnes. Chez l'IFOP, donc là pour les sondages publiés ce mercredi, c'est 500 personnes lundi, 500 personnes mardi, 500 personnes mercredi. Et on va voir ce que ça donne en termes de données. Enfin, du moins d'intention de vote. Allez, il faut que je clique. Hop, non. Ça, on verra. Ah bah non, vous ne l'avez pas vu, heureusement. J'étais en train d'afficher une fenêtre pour les autres sondages que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Donc ici, c'est l'IFOP. Donc l'IFOP, là, on voit qu'à l'inverse de l'Ipsos, Emmanuel Macron perd 1%. Alors l'IFOP aussi, c'est 2% de marge d'erreur, donc on peut avoir ce genre de variation. Et on voit donc finalement, l'un et l'autre vont en sens inverse. Mais on y reviendra pour Emmanuel Macron un peu plus tard. Donc on a Marine Le Pen qui est toujours à 18%, donc contre 16 sur l'Ipsos, mais marge d'erreur d'environ 2-3%, on est dedans quand même. Éric Zemmour qui est à 13%, Jean-Luc Mélenchon qui est à 12% et Valérie Pécresse à 11%. On voit qu'on est quand même plutôt bien raccord avec l'Ipsos. On notera Yannick Jadot à 5,5% aussi.
Donc maintenant, on va passer tout simplement au premier tour d'OpinionWay. Et je vous affiche d'abord les données sondagières. Donc les voici, donc hop, voilà. Donc OpinionWay qui a, donc pour les échos radio classiques, 1500 plus souvent 1600 personnes. Des marges d'erreur qui sont directement affichées dans le graphique, ce qui est plutôt agréable. Et pour les dates, c'est comme pour l'IFOP, donc c'est lundi, mardi et mercredi, 500 personnes par jour, c'est un sondage par roulement évidemment. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a une petite baisse pour Emmanuel Macron qui passe de 30 à 29%. Idem pour Marine Le Pen, on reste quand même dans les marges d'erreur, il faut le rappeler. Alors ici, on a Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, donc je vais effacer Éric Zemmour pour que vous voyez que Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose, voilà. Qui passe à 12%, tandis que Valérie Pécresse reste à 11%. Donc là encore, on est dans les marges d'erreur, il faudrait voir si ce phénomène s'amplifie par la suite. Yannick Jadot qui reste à 6%, plutôt bonne performance, Fabien Roussel à 4%. Donc voilà, nous avons fait tous les premiers tours. Je vous affiche aussi donc Philippe Poutou, Thierry Artaud, Jean Lassalle, qui fait un honnête 3%, et Nicolas Dupont-Aignan qui reste à 2%. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au second tour. Et on va commencer par OpinionWay, puisque nous y sommes. Alors OpinionWay ne teste maintenant qu'un seul second tour, qui est donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Cela s'explique du fait de leur premier tour, donc ils prévoient quand même un très gros écart entre Marine Le Pen et ses poursuivants. Donc du coup, ils ne prennent même plus la peine de tester les autres configurations. Donc dans leur second tour, Emmanuel Macron l'emporte avec 58% contre 42%. Petit resserrement qui date déjà de jours, donc j'avais pas fait de vidéo hier, du moins je ne l'ai pas publié. Donc voilà, il y a quand même un petit resserrement, mais on est quand même sur un écart qui reste très important. On va passer au second tour selon l'IFOP. Donc au niveau de l'IFOP, donc je vais vous tous les faire parce qu'ils ne font pas tous dans le même ordre. Alors Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, léger resserrement aussi, donc comme pour OpinionWay, d'un petit point, donc ça reste dans la marge d'erreur. 57-43%, là encore l'écart reste très important aussi. Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, pas de changement, 63-37%, donc l'écart est gigantesque, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc voilà, on va passer maintenant à l'hypothèse suivante, Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 65-35%. Petit resserrement d'un point, mais écart qui reste gigantesque aussi, tout simplement. Et Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, 64-36%, donc léger resserrement aussi, mais un écart qui reste gigantesque. Donc, je me répète un petit peu, mais effectivement, il y a ce qu'on peut voir, parce que ce qu'on voit ici, il n'y a pas que l'IFOP qui conclut à ce genre d'écart, on le voit dans tous les autres instituts. En gros, il y a un mauvais report de voix qui se fait au second tour pour les candidats qui seraient éventuellement au second tour. Et c'est assez paradoxal de se dire que c'est finalement Marine Le Pen qui arrive à attirer plus de suffrages. Donc ici, en l'occurrence, elle arrive à attirer des suffrages surtout en provenance d'Éric Zemmour. Donc il y a une bonne partie de l'électorat d'Éric Zemmour qui sont assez prompts à voter pour Marine Le Pen, même si ce n'est pas l'unanimité. Et donc ce sont à chaque fois des voix qui manquent. Donc bien évidemment, Valérie Pécresse n'arrive pas à rassembler non plus les voix qui sont encore plus à droite qu'elle. Et pour Jean-Luc Mélenchon, comme il est à la gauche de toute manière, environ 30%, il est compliqué pour un candidat de gauche de pouvoir aller beaucoup au-delà. Donc après, le 36%, c'est plutôt lié à l'abstention de ceux qui ne voteraient pas pour ce second tour. Donc voilà pour les seconds tours. Et maintenant, on va passer, hop, je vais rester ici, on ne sait jamais, au second tour selon l'Ipsos. Hop, donc là, alors là, ce sont des courbes de qui c'est qui va voter pour qui par rapport au vote de 2017. Comme c'est un échantillon de 1500 personnes, on est sur des échantillons de 300-400 personnes, c'est pas très significatif. C'est pour ça que je ne vous présente pas ces chiffres-là. Alors ils sont intéressants sur la durée, puis lorsque c'est cumulé avec les autres instituts, mais voilà. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, donc là cette fois-ci, contrairement aux autres instituts, on a un léger écartement, passerait de 61 contre 39%. Donc un écart qui est toujours très important. Donc là ici on vous voyez un petit peu les reports de voix. Donc finalement, Éric Zemmour aurait... Donc Marine Le Pen aurait quand même assez bon report de voix des personnes votant pour Éric Zemmour. Tous les instituts de sondage ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. D'où l'écart qui est assez... voilà. Donc je vais pas épiloguer dessus. Maintenant on va voir l'autre second tour. Donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 68 contre 32%. Donc très gros écart là aussi.
Ça c'est raccord. Et alors, pour rappel, ici, les marges d'erreur sont de l'ordre de 3 à 3,5%, donc elles sont importantes. Mais vu les écarts, on voit que les écarts sont très importants eux aussi. Et chose intéressante, c'est qu'ici, Eric Zemmour aurait plus de mal à tirer des voix de Marine Le Pen que l'inverse. Alors là, ils ont mis 2 sur 4, ça veut dire qu'ils avaient prévu d'afficher les autres second tour. Je pense qu'ils les ont testés, mais finalement, ils ne les ont pas publiés. Je ne me l'explique pas. Bon, certes, les écarts sont très importants pour les autres, puisque c'est Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Par rapport au premier tour pressenti par l'Ipsos, on peut voir que, mine de rien, on a donc 4 points entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est important, mais c'est rattrapable en un mois, mine de rien. Jean-Luc Mélenchon, on est à 5, donc c'est pas non plus tant que ça. Alors, autant pour Opinionway, on pouvait se dire qu'à un moment donné, c'était plié, puisqu'il y avait de 18 à 11 points, c'était clairement 7 points d'écart. Donc là, c'est très grand. Mais sur l'Ipsos, c'est quand même un peu moins grand comme écart. Donc ce sont des écarts qui peuvent rattraper une baisse de 2 points de Marine Le Pen et une augmentation de 3 points de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout à fait possible. Scénario de 2017 permet de montrer. Donc c'est bizarre qu'il n'ait pas testé ni Jean-Luc Mélenchon ni Valérie Pécresse ici. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la récap de tous les chiffres. Du moins de tous les chiffres des polling. Donc je vous affiche. Hop. Voilà, en fait c'est déjà préaffiché, donc c'est très bien. Donc voici le graphique mis à jour. Donc on voit que Emmanuel Macron est quand même en légère baisse, même si c'est pas très significatif vu les marges d'erreur. Mais c'est peut-être quelque chose qui, à mon avis, va se confirmer tout simplement parce que la guerre en Ukraine est moins présente. Donc du coup, la période de tension va peut-être s'estomper légèrement. Il est possible que ça ne s'estompe pas complètement, puisque ça reste quand même un événement très important de la campagne. C'est assez peut-être traumatique pour certaines personnes. Mais il est possible donc qu'il revienne à des niveaux, donc peut-être qu'il passera en dessous des 30% dans les jours qui viennent. Marine Le Pen reste plutôt stable, donc là elle est vraiment autour de 17%, donc on voit que certains instituts qui la mettent en haut, d'autres en diminution. On pourrait même le dire la même chose. On notera que Valérie Pécresse est quand même dans une dynamique légèrement négative, même si là on n'est même pas à 0,5 points près. Donc il faut être très prudent parce que même si je compile 3 sondages de 1500 personnes chacun, on a quand même des marges d'erreur qui sont importantes et puis il y a des biais, donc c'est pas forcément si précis que ça. Il faut se dire qu'on peut très bien voir un plus 1, moins 1%, et comme vous pouvez voir, du plus 1, moins 1% d'instant T, et encore, c'est très ambitieux, c'est plutôt même, je devrais dire, plus 2, moins 2%. Mais déjà, rien qu'un plus 1, moins 1%, ça peut inverser l'ordre des 3, donc Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Et en faisant du plus 2, moins 2, on peut très bien avoir un coude à coude entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc il faut être quand même prudent là-dessus. Voilà, on notera quand même la petite progression, donc le petit pointillé bleu qui monte, c'est Jean Lassalle, donc qui n'était pas invité à un débat de TF1, donc il a même menacé de ne pas plus se présenter, puisque pour lui, forcément, normalement, on est en campagne officielle, c'est-à-dire que chaque candidat doit être montré à égalité avec les autres candidats, et certains médias n'aiment pas trop ça, parce que ça veut dire passer finalement plus de temps avec des candidats qui ont de faibles intentions de vote, donc qui potentiellement n'intéressent pas tant de gens que ça, donc d'un point de vue média, c'est pas très intéressant. Mais d'un point de vue démocratie, j'aurais tendance à dire que la règle devrait être, il faut les montrer à égalité, puis c'est le jeu, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, finalement, donc Jean Lassalle qui a poussé, si je puis dire, un coup de gueule, finalement, il est peut-être, il commence à être pas si mal placé que ça, puisqu'il dépasse les 2%, il était même à 3% sur certains sondages à un moment donné. Donc voilà, donc du coup, un petit candidat qui fait une assez bonne performance de fin de classement, si je puis dire. Donc voilà pour ce qui concerne donc la récap pour les rowling. Et maintenant, on va passer à les questions. Donc les questions, c'était ce que veut dire les quotas. Donc en fait, les instituts de sondage, comme on a pu le voir, interrogent environ 1500 personnes qui sont représentatives de la population en âge de voter en France. Mais il est bien évidemment, et c'était une remarque dans un commentaire, que si on interroge 1500 personnes dans 93, ou si on interroge 1500 personnes dans le 16e arrondissement de Paris, ou si on interroge 1500 personnes dans la Creuse,
on va pas forcément avoir un bon résultat et surtout ce n'est pas très représentatif. L'idée c'est que notre échantillon de 1500, il va avoir une meilleure valeur, une meilleure représentativité si on fait en sorte qu'il soit une photographie de la France en miniature. Et c'est là qu'intervient la méthode des quotas. Donc les méthodes des quotas, donc je vais vous montrer sur l'écran du navigateur. Voilà. Allez, j'y vais, promis. Et donc l'Ipsos ainsi introduit donc leur méthode des quotas par ici. C'est-à-dire, par exemple, on va faire en sorte que l'échantillon ait la même répartition homme-femme que la population française. Donc on a des données INSEE, on a ces données-là, surtout la population adulte, donc c'est assez facile. S'il y a 51% de femmes et 49% d'hommes, et ben si on a un échantillon de 1000 personnes, on aura 510 femmes, 490 hommes dans cet échantillon. Et on fait la même chose pour l'âge, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir 490 hommes et 510 femmes, il faut que la pyramide des âges corresponde à celle de la France. Alors la petite indétermination, c'est est-ce qu'on fait une méthode de quota stricte ou une méthode de quota un peu plus large, c'est-à-dire qu'on prend les âges, mais on pourrait se retrouver avec 490 hommes de plus de 50 ans et 510 femmes de moins de 50 ans. C'est bon, on a la bonne pyramide des âges, sauf qu'on n'a que des bonne répartition des sexes, mais en fait dans le détail ça ne va pas. Donc normalement les instituts de sondage vont un peu plus loin, ils vont faire en sorte que si on a une répartition par exemple de la moitié de la population qui a plus de, je vais dire une bêtise, de 40 ans, ou de dessus, et ben on aura chez des hommes, par exemple, la moitié d'hommes de plus de 40 ans et la moitié d'hommes de moins de 40 ans. Et on fait la même chose, c'est qu'on rajoute des paramètres petit à petit. Par exemple, la profession, donc alors on ne sait pas vraiment la profession de manière exacte, mais au moins la catégorie socio-professionnelle. Est-ce qu'on est agriculteur? Est-ce qu'on fait un travail de cadre? Est-ce qu'on fait, on est ouvrier, employé? Et il y aura donc cette répartition qui va se rajouter. Après, la catégorie d'agglomération, ça veut dire entre les grandes villes, les petites villes, les villes moyennes ou les zones rurales. Donc là encore, ça va être la répartition correspondant à la France. Et les régions, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir tout ça qui soit respecté, mais que tout le monde soit en Nouvelle-Aquitaine. Or, la Nouvelle-Aquitaine ne vote pas forcément de la même manière que les autres régions de France. Donc l'idée, c'est qu'il faudra la même répartition régionale que la France. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il s'arrête à la région. J'aurais été un peu plus royaliste, j'aurais mis le département carrément. C'est peut-être plus simple, mais en tout cas, ça permet d'avoir une répartition qui correspond un peu mieux à ce qu'est la population française. Alors ici, ils ont mis donc les catégories, donc je sais que Cluster 17 les affichait assez bien. Pour les autres, je suis pas certain qu'ils affichent de manière aussi précise. Alors normalement, à côté du sondage, il y a nos titres. Bon, alors le document, il faut aller le retrouver. Donc voilà, en fait là on voit qu'ils sont allés, donc là pour la participation, donc là on va voir que ce sont des catégories qu'ils ont quand même vues, et ils sont allés, et donc ces catégories ils les ont mesurées, donc on voit qu'ils ont mesuré quand même un certain nombre de catégories, ils se sont amusés à faire des sous-sondages. Alors les sous-sondages sont pas forcément très représentatifs, mais là on a une idée qu'on a le statut professionnel, la profession, donc et les catégories de profession, les tranches d'âge qui sont ici, donc ils les ont justement étudiées. Donc ça c'est pour l'IFOP. Hop, je voulais voir s'ils les ont parce que voilà, donc là la méthodologie. Et donc là ils les mettent et voilà ce qu'ils ont fait. Et on a donc un état un peu plus précis là en voyant les catégories qu'ils ont justement ici. Et pour Opinionway, donc c'est la même chose. Et en fin de sondage, il indique. Alors eux, ils indiquent beaucoup de choses. Voilà, donc là, voilà, la méthodologie. Trois échantillons. Donc là, ils expliquent. Hop, non. À mon avis, ça va être dans le PDF ici. Voilà. Donc ici, on va y aller. Et puis, ils vont dire ce qu'ils ont analysé probablement. Hop. Et on va aller à la fin. C'est souvent à la fin qu'on retrouve ça. Non? Ah oui, ils sont pas toujours très faciles à retrouver, hein. Mais en tout cas, sachez que dans ces chiffres-là,
vous avez les chiffres de méthodologie, ou du moins vous pouvez les retrouver. Et là, bizarrement... Ah, bah si. Ah oui, voilà, donc méthode des quotas. Donc critères de sexe, d'âge, de catégorie. Alors de sexe, je ne sais pas si c'est de sexe vraiment ou de genre, je pense que c'est plutôt de genre. Oui, il y a une petite différence, même si statistiquement n'est pas très significative. D'âge, catégorie socio-professionnelle, catégorie d'agglomération et région de résidence. Voilà. Donc voilà. Donc quand ça, vous en savez un peu plus sur comment sont fabriqués les sondages, et surtout sur comment sont fabriqués les échantillons. Donc c'est pas fait n'importe comment, donc c'est fait en sorte pour qu'on ait une photographie relativement précise de la France dans l'échantillon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais réafficher l'écran titre parce que c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Donc là, je vais publier cette vidéo ce soir parce qu'il y en aura très certainement une autre un peu plus tard dans la soirée. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, donc en argumentant surtout. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Ça rehaussera en plus votre argumentation, la portée de votre argument. Et en plus, ça rehaussera l'image de ma chaîne. Donc moi, je suis content aussi. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à ciao, bye bye. Au revoir.